Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle chronique de Radio Césaire. Aujourd'hui, nous rencontrons Capucine Coudrier. Bonjour Capucine. Bonjour. Alors, nous allons vous poser quelques questions. Donc tout d'abord, est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Capucine Coudrier, j'ai 24 ans, j'habite à Nantes. J'ai plusieurs métiers. Je suis activiste féministe, donc créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je fais en fait un travail de journaliste où je décrypte les actualités qui touchent aux sujets féministes, LGBTQ+, etc. pour les rendre accessibles. Je suis aussi autrice du coup d'un livre à destination des ados, jeunes adultes. J'interviens en milieu scolaire, particulièrement sur les questions des violences conjugales. Et dernier métier, j'ai cofondé une agence de communication à Nantes. Donc on va dire que je sépare mon temps moitié communication où je travaille pour mes clients et moitié création de contenu. Voilà. Et donc pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure justement sur le féminisme et la lutte pour les droits des femmes, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai toujours été assez féministe. Depuis toute petite, en fait, ça a toujours été quelque chose d'assez logique pour moi, même si je le conscientisais pas forcément et je le théorisais pas forcément, évidemment. Après, moi, pendant le lycée, du coup, c'est une période où j'ai été moins sensible à ces sujets-là parce que j'étais victime de violences conjugales à cette époque-là. Donc, j'étais sous emprise et tout. Mais pour autant, le lycée, ça a quand même été une période importante au niveau du féminisme parce que c'était le moment de MeToo en 2017 du coup, quand j'avais 17 ans. Et du coup, c'est quand même un mouvement qui m'a beaucoup inspirée parce que je trouvais ça incroyable de voir des femmes qui prenaient la parole pour dénoncer ce qu'elles vivaient et tout. Je trouvais ça très fort. Et du coup, moi, après le lycée, donc quand j'avais 18 ans et que j'étais plus en relation violente, je me suis vraiment tournée vers le féminisme pour m'éduquer sur tout ça parce qu'au final, je connaissais pas grand-chose. Et du coup, ça a coïncidé en plus avec la période post-bac où on commence la fac et voilà, j'apprenais plein de choses et du coup, c'était très stimulant comme période. Et du coup, je me suis beaucoup formée sur le féminisme, notamment sur les réseaux sociaux, en suivant des créatrices de contenu. Enfin, voilà, pareil sur les sujets LGBT, antiracisme, enfin, tout, quoi. Je me suis beaucoup éduquée comme ça. Et du coup, ça m'a donné envie, moi aussi, de faire quelque chose. Donc, je savais pas trop quoi faire parce qu'en fait, il y avait déjà plein de choses qui existaient sur le sujet. Donc, je me disais, ça sert à rien que je crée quelque chose pour créer quelque chose. Enfin, il faut que je trouve un peu ma valeur ajoutée. Moi, ce que j'aimais beaucoup faire, c'était interviewer des gens. Quand j'étais au lycée, je faisais partie du journal du lycée et tout. Et j'aimais beaucoup ça. Je voulais travailler dans le journalisme. Et ce que j'aimais le plus, c'était vraiment faire des portraits de personnes. Je trouvais que c'était un exercice qui était génial et qui était hyper valorisant, surtout pour la personne, trouver comment la mettre en avant et tout, c'était trop bien. Donc voilà, c'était quelque chose que j'adorais. Et je me suis dit, ok, si je faisais ça avec des femmes, ce serait cool, vu que les femmes ont très peu la parole dans les médias. Et donc, je me suis penchée sur le sujet. Au départ, je voulais faire des interviews à l'écrit parce que j'étais plus littéraire de base et j'avais déjà un blog sur lequel je publiais des nouvelles ou des critiques littéraires, enfin ce genre de choses. Et du coup, je me disais ce serait plus simple de faire des interviews là-dessus. Et sauf que à ce moment-là, quand je me suis penchée un peu plus sur le sujet, j'en ai parlé aussi à mon copain. Et lui, qui, contrairement à moi, n'aime pas du tout lire, m'a dit je suis pas sûre que ce soit une bonne idée parce que déjà, le blog, c'est un peu passé de mode, quoi. On est en 2020, voilà, faut passer à autre chose. Et en plus de ça, c'est un format qui va être long, que les gens vont pas forcément lire. Et vu que lui, il écoutait beaucoup de podcasts, et je me suis dit, oh tiens, ça pourrait être un format sympa. Donc, je me suis formée sur le sujet parce que j'y connaissais rien. Et j'ai commencé, du coup, j'ai créé Over the Rainbow en juin 2020. Et l'idée de base, c'était vraiment d'interviewer des femmes et minorités de genre pour leur permettre d'avoir un espace où elles peuvent raconter leurs histoires.
Et voilà, ça a commencé comme ça. Et après, au fur et à mesure, ça a évolué parce que aussi, je me suis du coup formée sur plein de trucs sur le féminisme. Et au final, j'ai testé énormément de choses dans la création de contenu. Et je me suis rendu compte que ce que je préférais faire et là où j'avais le plus de valeur ajoutée, c'était sur le fait de rendre des actualités plus accessibles, d'expliquer tout ça de manière pédagogique et tout. Donc voilà, c'était une très longue réponse, mais, mais ça répond à la question, je pense. Oui, oui, magnifique. Et je ne peux m'empêcher de faire une petite aparté de publicité. N'hésitez pas à aller voir nos chroniques sur des personnalités féminines comme Cléopâtre 7. Cléopâtre 7 qui est déjà sortie, et Anne de Bretagne qui sera enregistrée sûrement dans la semaine. Voilà, voilà. Et donc, vous faites sûrement, comme aujourd'hui, des actions pour le 8 mars, qui, je le rappelle, est la journée internationale des droits de la femme. Et en particulier aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez apporter justement en venant dans un lycée ? C'était quoi l'idée derrière ce projet ? Alors du coup, je suis venue dans le lycée pour sensibiliser aux violences conjugales. Donc comme j'expliquais au début, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps maintenant, depuis 2021, j'ai commencé à le faire. Et où du coup j'interviens en tant qu'ancienne victime, ce qui permet aussi d'avoir plus d'impact, on va dire, auprès des publics visés, parce que c'est plus parlant que quand on nous sensibilise juste, on va dire, sur le côté un peu technique des violences conjugales, à quoi ça ressemble et tout ça. Le fait d'avoir une victime qui nous parle, c'est plus parlant et on arrive mieux à se mettre à sa place. Surtout que du coup, moi j'ai vécu ça quand j'avais votre âge, donc quand j'étais au lycée. Donc du coup, c'est vraiment la même tranche d'âge et c'est plus facile aussi pour les personnes de pouvoir s'identifier. Donc voilà, et mon objectif à travers ça, c'est déjà de permettre de sensibiliser au sujet parce que c'est pas très connu, et puis de permettre aux personnes de mieux pouvoir identifier les signes, de savoir quand on est victime, puis aussi de casser un peu l'image qu'on peut avoir des victimes de violences conjugales. On peut avoir une image assez péjorative, où on pense que c'est des personnes qui sont très éteintes, très faibles, etc. Et je vais essayer de montrer justement que c'est pas du tout le cas et qu'en fait, il y a autant de personnalités de victimes de violences qu'il y a de personnalités de manière générale, et aussi insister sur le fait qu'on peut s'en sortir après et montrer un discours positif, c'est hyper important parce que quand on est dans la situation, si on n'a que des discours hyper négatifs et péjoratifs sur les victimes de violences, ça donne pas envie de s'en sortir non plus. Donc voilà un petit peu l'objectif. Alors, vous avez écrit un livre qui s'intitule « Qui suis-je » Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce livre, s'il vous plaît ? Livre qui est au CDI. Voilà, n'hésitez pas à venir l'emprunter. Alors du coup, ce livre, donc c'est mon tout premier livre. J'ai commencé à l'écrire, je crois, en 2021. En fait, à ce moment-là, je cherchais un livre à la base pour mon petit frère sur la puberté et tout, parce que du coup, il devait avoir 13 ans par là. On a 8 ans d'écart, faut faire le calcul, mais à peu près ça. Enfin bref, il était en pleine puberté, quoi. Et du coup, je cherchais un livre qui soit bien sur le sujet et surtout qui soit justement engagé, qui soit inclusif, que voilà. Et à ce moment-là, les livres que je trouvais n'étaient pas top. Du coup, j'en avais acheté un quand même et au final, j'avais annoté quasiment toutes les pages parce que je voulais rajouter des choses. Donc, je me suis dit, ok, peut-être que si je suis pas satisfaite de ce qui existe, je peux écrire quelque chose moi-même. Donc, j'ai commencé à bosser dessus toute seule dans mon coin. J'ai demandé quand même de l'aide à ma communauté sur les réseaux sociaux pour justement savoir un petit peu ce que aurait aimé avoir dans un livre sur le sujet quand ils étaient ados, quoi. Donc ça m'a permis un peu de peaufiner mon plan. Et puis après, voilà, j'ai trouvé mon plan assez rapidement sur les 4 parties en tout cas. Donc à savoir corps, sexualité, relations et identité. Et après, je me suis lancée dans des recherches, surtout sur la partie corps et sexualité. Il y avait beaucoup de trucs un peu scientifiques. Donc là, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Je me suis beaucoup éduquée sur tout ça pour pouvoir écrire. Et puis j'ai travaillé dessus toute seule pendant 1 an et demi à peu près. Et
Donc au final, je l'ai écrit vraiment toute seule. Et après, sur la fin, j'ai cherché une maison d'édition pour m'aider sur la partie éditoriale, parce que au final, écrire un livre, c'est pas que l'écrire. Après, il faut aussi gérer toute la mise en page et tout. Et là, moi, vu que c'était un livre qui demandait à avoir des schémas, des illustrations, tout ça, c'était vraiment quelque chose de complexe. Donc j'ai trouvé une illustratrice qui s'appelle Théa, dont j'adorais le style et qui a pu travailler sur tous les schémas et toutes les illus du livre. Et puis après, j'ai travaillé sur la mise en page avec mon éditrice, donc aux éditions Le Duc. Et du coup, on a publié le livre en mai 2023. Donc ça va faire 2 ans et voilà, j'étais contente parce que c'est mon premier livre, donc du coup je suis attachée à ça et puis j'ai bien aimé bosser dessus et voilà. Et maintenant je bosse sur un autre livre, je tease, qui sera plus cette fois sur justement le sujet des violences conjugales, ce sera plus autobiographique mais à la fois en mode roman et aussi en mode essai pour réfléchir à tout ça et justement au statut des victimes, ce que ça veut dire d'être une victime, etc. etc. Donc voilà, là c'est en cours, je recherche une maison d'édition mais ça sortira sûrement peut-être l'année prochaine, j'espère. Moi, j'avais des questions plus sur de l'actualité nationale et internationale, et notamment sur, par exemple, le mouvement... alors j'ai un très mauvais accent anglais, mais Tradwives américain. Est-ce que ça fait peur ou est-ce que c'est peut-être une autre forme de féminisme? Alors, il y a beaucoup de choses qui font peur en ce moment, il faut être honnête, sur les actualités, notamment sur ce qui se passe aux États-Unis, mais pas que. En fait, les Tradwives, c'est vraiment c'est une partie qu'on voit du retour du côté très conservateur et tout ça. Je pense qu'il y a certaines femmes tradwife entre guillemets qui veulent être au foyer et tout, qui le font vraiment par choix et enfin voilà, il y a pas de souci avec ça. Le problème c'est plus celles qui vont montrer ça vraiment comme un idéal et qui vont revenir à glamouriser ce mode de vie, notamment sur les réseaux sociaux, avec vraiment le côté influence, création de contenu. D'ailleurs, ce qui est très ironique parce qu'au final elles disent qu'elles travaillent pas et que ce sont des femmes au foyer, mais en fait elles travaillent sur les réseaux sociaux, donc techniquement c'est un peu la femme au foyer 2.0, mais au final elle travaille quand même, donc c'est un peu contradictoire, mais oui, c'est plus le problème, ça va être moi j'ai aucun souci avec les femmes qui restent chez elles par choix et tout ça. Le problème c'est plus quand on vient glamouriser ça en montrant comme un idéal et en disant que c'est comme ça qu'il faut faire et que c'est ça le vrai rôle de la femme et que c'est notre fameux instinct maternel, parce que c'est bien connu, on est poussé automatiquement à faire la vaisselle et à avoir des enfants, c'est plus fort que nous. Donc c'est plus ça, ce côté qui est un peu problématique, mais je veux dire c'est qu'un problème parmi tant d'autres, quoi. Il y en a tellement de toute façon, et d'ailleurs il y a aussi toutes les problématiques avec le féminisme identitaire aussi, c'est-à-dire toutes les... Voilà, par exemple, le collectif Némésis, où il y a vraiment une montée en puissance de féminisme d'extrême droite, entre guillemets. Enfin, je mets le féminisme entre guillemets et pas l'extrême droite, parce que l'extrême droite, on est sûr qu'on y est, mais le féminisme, pas trop. Et du coup, c'est intéressant aussi d'observer toutes ces mouvances radicales qui émergent et qui, au final, se servent des combats féministes pour promouvoir des idées racistes et complètement fausses en plus, puisque c'est les reines de la désinformation et de la fake news et de réinventer des choses par-dessus des faits établis. Donc voilà, ça c'est un gros problème. Certes, il y a des divergences au sein des mouvements féministes et c'est normal, mais il y a aussi tout ce côté féminisme d'extrême droite et tout qui est vraiment très problématique et sur lequel il y a beaucoup de boulot à faire, et on le voyait là avec la période du 8 mars et tout, avec ces femmes-là qui veulent vraiment venir manifester et qui viennent, qui se ramènent en manifestation avec leurs amis néo-nazis et compagnie. Donc ça pose quand même beaucoup de questions et de problèmes. Donc je pense que là, on est dans une ère où ça va être de plus en plus important de bien se renseigner sur les faits, sur vraiment privilégier l'information plutôt que l'opinion, et s'engager en suivant des comptes qu'ils sont. Le mien, évidemment. Abonnez-vous à Over the Rainbow. Mais pas que, il y a plein de comptes qui font énormément de travail sur le sujet et
plus que jamais, il y a besoin vraiment de s'engager sur tout ça et de sensibiliser ses proches et tout. Voilà. Est-ce que vous avez des petits mots à rajouter pour clore cette interview ? Pour clore cette interview, je dirais que ça rejoint un peu ce que j'étais en train de dire, mais que c'est hyper important de s'engager. Là, en 2025, plus que jamais, je pense, et qu'il y a plein de manières de s'engager. Donc ça, c'est hyper important de le garder en tête. On peut tous et toutes trouver une façon de s'engager qui correspond à notre personnalité, à nos capacités, à nos envies. S'engager pour le féminisme et les droits humains d'une manière générale, c'est pas que aller en manif ou ce genre de choses. Ça peut être effectivement faire des choses sur les réseaux sociaux, ça peut être faire des choses dans son lycée comme vous faites. Ça peut être quand on parle des réseaux sociaux, c'est pas forcément avoir un compte militant si on n'a pas envie ou le temps de le faire, mais ça peut être juste repartager des choses, interagir avec les contenus qui existent déjà, en parler autour de ses amis. En fait, le militantisme auprès des proches, c'est ça qui a le plus d'impact. Donc le fait d'offrir des livres féministes à son tonton, en fait c'est un acte militant en soi. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire à son échelle et il n'y a pas de petite action. Donc voilà, faut s'engager. Merci beaucoup, Capucine Coudrier. Je pense que c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview sur Radio Césaire et à la prochaine fois pour de nouvelles chroniques.